Le journal d'information présenté par Steve Nadjar. Bonjour Steve. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. À la une de cette édition, la mort du chef de l'organisation État islamique dans le cadre d'une opération militaire américaine. Quelles conséquences sur la lutte contre le terrorisme? Quels effets attendre sur la diplomatie de Donald Trump? On en parle juste après les titres avec notre invité, le chercheur Hugo Micheron, spécialiste du djihadisme à l'École normale supérieure. En Israël, le conseiller spécial de Donald Trump, Jared Kushner, est attendu aujourd'hui dans le pays. Il doit rencontrer Benjamin Netanyahu et Benny Gantz pour évoquer notamment le prochain plan de paix américain. On évoquera également la situation au Liban, le report du Brexit accepté par l'Union européenne et la polémique à l'université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne autour d'un séminaire consacré à la prévention de la radicalisation. Merci de démarrer votre après-midi à notre compagnie. Le grand journal de Radio J démarre tout de suite. Radio J. Pour le quotidien israélien Yediot Aharonot, c'est le Ben Laden de Trump qui est tombé dimanche. Le chef de l'organisation État islamique Abu Bakr al-Baghdadi est mort lors d'un raid américain mené dans la région d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie. L'homme le plus recherché au monde a déclenché sa ceinture d'explosifs alors qu'il s'est retrouvé piégé par les forces américaines dans un tunnel creusé pour sa protection. Et c'est Donald Trump en personne qui a triomphalement annoncé l'événement. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, écoutons Benjamin Netanyahu qui a commenté cette nouvelle. Je veux féliciter le président Trump pour cet accomplissement impressionnant ayant mené à la mort du chef de Daesh al-Baghdadi. Cela reflète la volonté conjuguée de notre pays, des États-Unis et de tous les États du monde libre de combattre les forces du terrorisme, les organisations terroristes et les États terroristes. C'est une étape importante, mais la campagne est encore devant nous. Les détails de cette spectaculaire opération sont à cette heure assez bien connus. Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, des commandos américains ont été héliportés et débarqués dans la nuit de samedi à dimanche, soutenus au sol par les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. Des tirs de 8 hélicoptères ont visé après minuit une maison et une voiture aux abords du village de Barisha, à quelques kilomètres de la frontière turque. Au total, 3 heures d'opération, au moins 9 personnes tuées au cours du raid et aucune victime côté américain. Pour aller plus loin sur cet événement peut-être historique, nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi Hugo Micheron. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'École normale supérieure, spécialiste du djihadisme. La mort d'al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, a tweeté Emmanuel Macron. Pourquoi n'est-ce pas un coup fatal ? Parce que le territoire physique de Daesh a été détruit, ils ont perdu leur pseudo-califat, parce que le calife fantoche qui restait, à savoir Baghdadi, a disparu, mais le territoire idéologique du djihadisme, lui, est encore en partie préservé. Notamment à travers la question des revenants. Vous savez qu'en France, il y a à l'heure actuelle 500 djihadistes qui sont soit de retour de Syrie et d'Irak, d'anciens combattants sur zone, ou bien des ressortissants français arrêtés sur le territoire national pour leurs activités djihadistes. Dès lors, on ne peut pas parler de fin du phénomène. De la même façon, du reste, que la mort de Oussama Ben Laden en mai 2011, au moment même où se produisait quelque sorte le phénomène inverse, c'est-à-dire les révoltes arabes, ne scellait pas le djihad global comme il avait été trop rapidement présenté. Maintenant, on a 8 ans de recul sur cette situation, donc je pense qu'on est en passe d'éviter de refaire la même erreur qui est de condamner trop vite la fin du djihadisme. Justement, vous évoquez Ben Laden. Est-ce qu'on peut s'attendre à un rapprochement dans les mois prochains entre l'État islamique et Al-Qaïda ? A priori non, parce que le divorce a été consommé à l'été 2013, à vrai dire, en Syrie justement, qui était devenu ce point paradoxal, puisque la Syrie a été l'épicentre du djihad global, le point de retour d'Al-Qaïda dans le jeu politique au Moyen-Orient, alors qu'il en était sorti depuis 2010, et en même temps ça a été ce lieu de division extrême entre les différentes branches du djihadisme, et notamment entre Al-Nosra, qui était la branche syrienne d'Al-Qaïda, et Daesh, qui s'est émancipé d'Al-Qaïda pour former le dit État islamique, avec tous les guillemets qui convient, et ça avait notamment donné lieu à des guerres fratricides extrêmement violentes à l'été 2013, et parmi les 80 djihadistes que j'ai rencontrés en prison, beaucoup ont été extrêmement marqués par cet événement, au point de reproduire en partie dans les prisons françaises ces batailles entre clans, alors même qu'il s'agissait de Français qui étaient tous les deux, qui avaient été qui s'étaient rendus en Syrie pour se battre. Vous
voyez, donc les divisions groupusculaires sont très importantes dans le djihadisme. C'est d'ailleurs ce qui fait que les projets djihadistes sont souvent sanctionnés par l'échec. C'était l'échec d'Al-Qaïda à la fin de la décennie 2000, l'échec de Daesh à la fin de la décennie 2010. On est donc dans une situation assez classique. Le paradoxe du djihadisme, c'est qu'ils sont ils arrivent à se mobiliser dans des zones de chaos, typiquement le conflit syrien. En réalité, ils ont beaucoup de mal à se transformer en un projet positif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une redéfinition de la stratégie d'État islamique, où elle a déjà eu lieu depuis 2 ans. Absolument. En fait, en quelque sorte, le projet de Daesh était sanctionné par l'échec après la chute de Mossoul et de Raqqa à l'automne 2017. C'est à partir de ce moment-là que le groupe a maquillé sa défaite en expliquant qu'il s'agissait en fait d'un retour à la clandestinité. Mais bon, si vous voulez, c'était l'arbre qui cachait la forêt d'une certaine manière, et la preuve en est que le calife était en fuite depuis donc près de 3 ans maintenant. Et dès lors, pour bon nombre de Français et plus largement d'Européens qui ont participé aux activités djihadistes en Syrie et en Irak, finalement, ils considéraient la défaite comme acquise dès la fin 2016. Moi, j'ai appris en fait la défaite de Daesh avant la chute de Raqqa et de Mossoul en discutant avec des djihadistes incarcérés qui étaient encore en lien avec des sympathisants sur zone et qui avaient en quelque sorte remarqué à partir du moment où ils perdaient les postes frontaliers le long de la frontière turque, il n'y avait plus grand-chose à attendre de leur califat en Syrie et en Irak. Alors vous publierez en janvier prochain un ouvrage intitulé Quartier, Syrie, prison, le djihadisme français dans la belle collection Esprit du monde dirigée par Gilles Kepel chez Gallimard. Je voudrais vous faire réagir, Hugo Micheron, aux déclarations de Donald Trump. On va écouter le président américain. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Le monde est désormais plus sûr qu'il ne l'était de son vivant. Dans quelle mesure, Hugo Micheron, ce type de rhétorique peut nourrir le discours de la mobilisation djihadiste ? Je pense que ce type de discours ressemble tout à fait à Trump, c'est-à-dire finalement assez outrancier. Après, on sait que les djihadistes interprètent tout à partir d'un rapport de force, et de ce point de vue-là, il a parlé de loser dans sa déclaration. Absolument, et l'idée derrière est finalement de démoraliser les partisans de Daesh. Si vous voulez, c'est un registre trumpiste, on va dire. La réalité, c'est quand même que la situation est très problématique pour les djihadistes, et il faut s'en féliciter. C'est pas la mort de Baghdadi, c'est pas simplement un symbole. Il faut savoir que depuis 2 ans, le comité consultatif, donc on va dire l'organe dirigeant de Daesh, est en proie à d'énormes divisions internes. La seule personne qui maintenait un semblant d'unité, c'était la figure de Baghdadi. Désormais, cette figure a disparu avec son bras droit, il faut le mentionner, qui a été également tué lors du raid. Et donc, le comité consultatif de Daesh est en proie à l'explosion. Donc, c'est vraiment pas rien ce qui se passe. La question, c'est de savoir si Daesh, en tant qu'organisation, va continuer d'exister. Rien n'est moins sûr. En tout cas, le projet qu'elle a défendu va persister. Et ce projet, il passe aussi par une communication. En ce sens, on va dire presque c'est l'aspect dans lequel Donald Trump est le meilleur, mine de rien. Après, à savoir si ces mots étaient justes, ça ne m'appartient pas forcément de le juger, mais c'est vrai que la rhétorique guerrière, en ce sens, finalement, répond à aussi une propagande djihadiste qui a surjoué de l'ultra-violence, de l'intimidation, et je pense que de cette façon-là, c'est une réponse des États-Unis à la propagande djihadiste. Un dernier mot sur Donald Trump. Il s'est particulièrement mis en scène lors de l'annonce, mais aussi avec cette photo dans la Situation Room. On le voit suivre l'opération en direct. Est-ce qu'il sort renforcé de cette élimination ? Est-ce qu'elle est de nature à mieux faire accepter sa décision de retirer quasiment totalement les troupes américaines en Syrie ? Ce qui est certain, c'est que elle donne l'illusion de la force à un moment donné où l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, n'ont jamais été aussi faibles au Moyen-Orient. Le retrait américain de Syrie est inexplicable d'un point de vue politique. C'est-à-dire les États-Unis, en se retirant d'une grande partie du nord-est syrien, se privent du seul levier politique dont ils disposaient dans la crise syrienne face aux Russes, face aux Iraniens et également face à la Turquie. Cette décision du président américain, on n'a pas fini d'en mesurer l'impact qui, à mon sens, doit se penser sur le long terme, sur plusieurs années.
En revanche, la communication autour de la mort de Baghdadi va peut-être produire un effet à court et moyen terme, mais elle n'est pas de nature à changer ces dynamiques profondes qui sont enclenchées depuis 2 semaines. Merci beaucoup Hugo Micheron. Merci. De nous avoir éclairé. Je rappelle le titre de votre prochain livre, apparaître en janvier. Quartier, Syrie, prison, le djihadisme français. Donc apparaître chez Gallimard. À très bientôt sur Radio J. Merci. C'est l'heure de marquer une page de publicité, la suite de l'actualité dans une poignée de secondes. Radio J, 94.8. La suite du journal d'information présenté par Steve Nadjar. Le conseiller présidentiel américain Jared Kushner est attendu en Israël aujourd'hui. Il rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahu, mais aussi, pour la première fois, le chef du parti Kahol Lavan, Benny Gantz. En charge de former une coalition gouvernementale, les réunions doivent porter sur l'accord du siècle pour la paix au Proche-Orient, annoncé par Donald Trump. Cette visite intervient alors que l'envoyé spécial du président américain pour la paix au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, quitte officiellement son poste à la Maison-Blanche à la fin de cette semaine. On poursuit à développer l'actualité en bref avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Et on commence avec des arrestations en Judée-Samarie. Tsahal a arrêté 19 Palestiniens cette nuit suite à plusieurs raids. Ils étaient soupçonnés de participer à de violentes émeutes au cours des dernières semaines ou à des activités terroristes, a déclaré l'armée. On poursuit avec la réponse européenne au report du Brexit. Oui, les 27 membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert aujourd'hui pour accorder un report de la date de sortie du Royaume-Uni. Le projet prévoit une date butoir le 31 janvier avec la possibilité que la Grande-Bretagne quitte l'Union au 30 novembre ou au 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant ces échéances. Au Liban, la mobilisation continue. Des manifestants ont encore renforcé aujourd'hui les barrages qui bloquent l'entrée de Beyrouth. Ils y ont installé des dizaines de voitures au milieu des voies, en plus des barricades déjà présentes depuis 10 jours. Au 12e jour du soulèvement, aucune solution ne semble en vue, alors que banques, écoles et universités restent fermées jusqu'à nouvel ordre. La fin du mois approche et certains salaires pourraient ne pas être versés. Radio J. En France, l'université Panthéon-la-Sorbonne au cœur d'une polémique, Gabriel. Oui, l'université Panthéon-Sorbonne devait dispenser un module intitulé « Prévention de la radicalisation, compréhension des phénomènes et détection des signaux faibles ». Face à la levée de bouclier d'une partie de la communauté universitaire, le président de l'établissement, Georges Haddad, a suspendu ces 2 jours de séminaire de formation continue pour adultes non diplômants sur le sujet. La polémique est intervenue à peine une semaine après le tollé provoqué par une fiche de détection des signaux faibles de la radicalisation à l'université de Cergy qui devait servir aux enseignants à faire remonter des changements de comportement chez les étudiants tels que le port de la barbe, de la djellaba ou du voile. Une maladresse là encore annulée par son président le 14 octobre. Merci Gabriel Attal. Vous l'avez peut-être suivi hier sur Radio J. Alexis Lacroix recevait dans son émission On refait la semaine Alain Finkielkraut à l'occasion de la sortie de son livre à la première personne. L'académicien est revenu sur les polémiques entourant le polémiste Éric Zemmour. On l'écoute tout de suite. Je crois que contrairement à ce que dit le pauvre Gérard Noiriel, qui est vraiment un historien voilà, misérable, il n'est pas du tout le disciple de Drummond et cette manière de dire que tout ça pour dire que l'islamophobie d'aujourd'hui c'est la même chose de l'antisémitisme d'hier, c'est de faire l'impasse sur l'antisémitisme arabo-musulman d'aujourd'hui, donc tout ça est infâme. En revanche, il y a un lien entre Zemmour et Maurras, je pense à un lien qu'il assumerait. Ce que j'ai compris dans ce débat et dans sa manière d'aborder les questions de géopolitique, c'est que Zemmour se régale de son propre réalisme. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'interview par Serge Agenberg de Maxime Pérez, correspondant de France 2 à Jérusalem. Et à 14h30, les duettistes de l'Écho présentés par Éric Lévin. Bon après-midi à l'écoute de Radio J.